Salut et bienvenue à cette troisième partie de notre vidéo de sécurité en atelier pour machinistes en herbe. Et j'aimerais commencer cette vidéo en vous présentant un bon ami à moi, Lucky. Lucky, la souris. Comme vous pouvez le voir, Lucky n'est pas conscient du danger qui le guette. Et si en atelier, vous ne portez pas attention aux dangers qui vous guettent, bien c'est très dangereux. Bien, peut-être que Lucky est un joueur et il aime prendre des chances. Le problème avec les joueurs, c'est que la chance ne peut pas toujours nous sourire. Si on perd un jeu de cartes, bien on perd de l'argent. Et puis de l'argent, bien on peut toujours en gagner d'autres. Par contre, si on perd en atelier, bien, on perd des pièces de notre corps. Et ça, bien, ça ne repousse pas. Ou pire encore, on perd notre vie. Il faut bien se rappeler, on n'a qu'une de ces affaires-là. Il est important, en atelier et vraiment dans toutes nos vies, de penser sécurité, de regarder tout ce qu'on fait, les opérations qu'on pratique sur machine-outil, l'entretien général, l'entretien ou l'entreposage, je devrais dire, de matière. De tout regarder d'un point de vue de sécurité. Une fois qu'on commence à faire ça, bien, on va s'apercevoir qu'il y a bien des choses qui pourraient être améliorées. Et ça va venir tout naturellement. Vous allez commencer à tomber sur les nerfs du monde autour de vous parce que vous allez passer votre temps à dire si ça et l'autre chose, mais ça c'est pas sécuritaire puis ça devrait être changé. Puis tant mieux. Tomber ces nerfs du monde quand c'est pour leur bien, mais c'est pas si pire. Là, il y en a du monde qui ne voit juste pas le danger. Il y a du monde qui ne comprennent pas qu'un tapis très inflammable, placé devant le poêle à bois, mais ce n'est pas la meilleure chose. Ou que l'énorme glaçon qui pend du toit directement au-dessus de la porte de la maison, mais qu'elle devrait être enlevée avant qu'elle tue quelqu'un. Il y a du monde qui ne voyait pas ça. Bien vous, c'est votre rôle de travailler sécuritairement et de vous assurer que tout le monde autour de vous est conscient de ce qui se passe et travaille également sécuritairement. C'est très important de toujours penser sécurité. La chance, ce n'est pas une façon de gérer la sécurité. Parfois, par contre, ça fonctionne. Et on peut voir ici que Lucky, par chance, a réussi à s'en sortir. Malheureusement, comme j'ai dit, la chance ne peut pas toujours être de notre côté. Et éventuellement, ben, Lucky a perdu. Pauvre vieux Lucky, il va réellement me manquer. Mais la dernière fois qu'on s'est vu, dans la partie 2 de cette vidéo, ben, on a fini la vidéo en parlant de la sécurité de base pour les perceuses à colonne. Mais on va commencer cette vidéo-ci en parlant de la sécurité de base pour les tours. La première chose que je veux mentionner, et ceci s'applique à toutes les machines de votre atelier, c'est le danger de s'électrocuter. Évidemment, si vous êtes pour travailler sur le côté électrique de vos machines, les interrupteurs, le moteur, la lumière ou quoi que ce soit, bien, assurez-vous que le courant est complètement éteint sur votre machine. C'est très dangereux. Là, sur une petite machine d'établi comme celle-là, qui fonctionne sur le 110 volts, bien, la réponse simple, c'est de débrancher la machine. Par contre, si vous avez une machine plus industrielle, il est très possible que votre machine soit filée directement dans le système électrique de l'atelier. Et ça veut dire que vous devriez avoir, si vous n'avez pas, allez vous en chercher un interrupteur d'urgence qu'on peut barrer à l'aide d'un cadenas une fois qu'il est fermé ou éteint. Ça, c'est très important parce qu'on ne veut pas qu'il y ait de courant quand on travaille. Donc, on devrait pouvoir éteindre quelque chose à l'extérieur de la machine pour couper toute l'alimentation à la machine.
Souvent, dans des petits ateliers, le monde se fie sur les interrupteurs du panneau électrique, les disjoncteurs, je devrais dire. Oui, mais j'aime pas ça, pour deux raisons. Dans un atelier maison, souvent, les disjoncteurs ne sont pas dans l'atelier, ils sont au sous-sol de la maison. Et puis on devient paresseux, puis on a tendance à ne pas vouloir courir jusque-là pour éteindre le disjoncteur. On dit, ah, c'est juste un petit job de réparation, je vais le faire au vif. C'est dangereux. La deuxième raison, c'est que quand le panneau n'est pas dans l'atelier, mais quelqu'un pourrait activer le disjoncteur pendant qu'on travaille. Il n'y a pas de liaison physique entre les deux. Il y a une grande distance qui les sépare. Donc, très difficile et très important. Si vous travaillez sur le côté électrique de vos machines, assurez-vous que le courant est complètement coupé. Il est important de mentionner qu'à cette extrémité-ci de la machine, celle de la tête de travail ou de la poupée fixe, on a quelque chose de très important qui est souvent négligé. Et ça, c'est les couverts de sécurité qui nous séparent physiquement de choses qui sont dangereuses. Le couvert latéral ici me sépare du train d'engrenage. Le couvert supérieur ici me sépare des courroies et poulies. Même chose pour ce couvert-ci. Là, on ne veut pas avoir accès à ceci pendant que la machine fonctionne. Pourquoi? Parce que si on se coince les doigts dans un engrenage ou un train d'engrenage comme ça, mais ça va entraîner notre doigt à travers les engrenages. Et ce qui va sortir à l'autre bout ne ressemblera pas du tout à ce qui est entré au point de départ. Là, pour m'assurer que lorsque le couvert est ouvert, que je n'ai pas de courant, bien, je me suis installé au mur un petit interrupteur que je peux activer ou désactiver avant d'ajuster mes courroies ou de changer un engrenage. Là, je ne veux pas parler ad nauseam de tous les aspects de la sécurité sur les machines telles le tour, la scie à ruban, les fraiseuses, les rectifieuses, parce que j'en parle dans toutes mes vidéos pratiques. Je fais toujours un effort pour amener la sécurité dans mes vidéos. Par contre, je veux ici parler des points les plus importants ou parfois des choses que le monde ne savent pas ou qui ont tendance à oublier. Et la première, puisqu'on est à cette extrémité-ci de la machine du tour, bien, je veux parler du trou dans la broche. Ce trou-là est là pour permettre d'insérer des longues pièces, pour exemple, surfacer un bout. Et j'ai une pièce ici qui est très problématique parce qu'elle est longue et elle est très délicate. Okay? C'est de l'acier, mais elle est petite en diamètre. Et je vais me pencher par-dessus, mais je suis éteint, là, je n'ai pas de courant sur la machine. Et si je l'insère dans le mandrin, bien, je découvre qu'il dépasse du bout. Là, dans ce cas-ci, cette pièce-ci n'est pas problématique parce qu'elle est trop courte. Mais supposons qu'elle avait 3 pieds de plus long. Mais ça, c'est très problématique. Et je ne veux pas rentrer dans les détails de la vibration harmonique ici, mais si vous aviez une tige longue et délicate qui tournait à une haute vitesse, vous trouveriez qu'une fois commencée en rotation, la pièce commencerait à vibrer. Et probablement pour quelques secondes, la pièce resterait là à vibrer. On voit des belles courbes dans la pièce, ça tourne, ça vibre. C'est pas mal cool, mais c'est très dangereux. Parce qu'éventuellement, puis probablement plus vite que plus tard, cette tige qui vibre va se placer à 90 degrés, ou va plier à 90 degrés de l'axe de rotation et va devenir, à toute fin pratique, une hélice ou une taille herbe industrielle. Quelque chose de très dangereux. Là, cette tige-là est petite, mais elle est très forte. Et ça va commencer à arracher toutes sortes de choses, du mur, un peu partout. Et ça, c'est problématique, oui, mais ce qui est pire, c'est que ça va enlever une main, carrément, un bras, carrément, ou vous fendre la tête en deux. Ça peut vous tuer, ça peut vous estropier. C'est
très dangereux. Qu'est-ce qu'on peut faire? Parce qu'il y a des fois qu'on va vouloir laisser sortir des pièces du bout ici. Mais on va produire une gaine. Une gaine qui n'est pas physiquement rattachée à la machine, mais qui est montée sur une base quelconque que vous pouvez vous fabriquer et sur laquelle vous pouvez mettre un certain poids pour le maintenir en place et venir la placer à proximité du bout de la broche, sans y toucher, juste proche, c'est bon en masse. Votre tige va être à l'intérieur du tuyau et va se promener dedans. Ça va mener un carnage, ça va faire ding, ding, ding partout. C'est bien achalant, mais ce qu'elle ne pourra pas faire, c'est se replier et devenir une hélice. Et ça, c'est très, très, très important. Je me rappellerai toujours, quand j'enseignais, les étudiants en première année avaient tous très hâte de commencer à travailler sur les tours et beaucoup moins hâte de travailler sur les autres machines parce que les tours nous font beaucoup moins peur que les autres machines. Pourquoi? Je ne suis pas certain, mais je pense que c'est parce que l'outil n'est pas en rotation. Et ça, c'est moins épeurant, je pense. Mais ça ne veut pas dire que le tour n'est pas dangereux. Ça veut juste dire qu'il fait moins peur. Et d'une certaine façon, ça c'est peut-être pire. Parce que quand on n'a pas peur de quelque chose, mais des fois, on ne le respecte pas autant qu'on devrait. Ceci dit, il n'y a pas d'outil en rotation. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas se couper sur le tour. Deux raisons principales pour se couper. Un, c'est manipulation des copeaux. Donc, si le tour est en marche, on ne touche pas au copeau. On utilise une paire de pinces s'il le faut, mais on ne touche pas au copeau lorsque le tour fonctionne. Et deuxième, c'est les mouvements brusques. On a un outil affûté comme une lame de rasoir sur la machine outil ici. Et si je bouge brusquement pour travailler, aller chercher quelque chose, bien, c'est là qu'on se coupe. Et souvent, les coupures sont sur les avant-bras ou le côté de la main parce qu'on est en train de bouger pour ramasser quelque chose. Si vous avez sur votre poteau porte-outil un outil qui peut s'enlever facilement et se replacer facilement, bien, une bonne suggestion, ce serait d'enlever l'outil chaque fois que vous faites des ajustements, que vous travaillez autour. S'il n'est pas requis, enlevez-le et replacez-le par après. Ce serait une bonne suggestion. Mais il y a un autre problème avec les mouvements brusques et les mouvements en général, et ça on le voit ici. Les outils à l'arrière de la machine. Je suis pas petit, moi. Je suis 6 pieds 3 et j'ai des bras longs comme un gorille. On est fait comme on est fait. Mais pour moi, et étant droitier, avoir mes outils-là, c'est pas un gros problème. Pourquoi? Parce que quand je vais les chercher, je ne suis pas proche de la machine et mon bras passe sur le côté opposé du mandrin. Pas un gros problème. Si j'étais plus petit et si j'étais gaucher, ben, je ne mettrais jamais mes outils là. Ceci étant dit, ça nous amène à la prochaine chose très dangereuse sur le tour. Et ça, c'est le mandrin lui-même, qui est en rotation. Là, on peut se faire agripper par ce mandrin-là et la pièce qui le retient. Et c'est très, très, très important de ne pas avoir les cheveux longs, de ne pas porter de linge ou de gilet lousse, de ne pas se placer les mains proches, de ne pas mettre une clé de mandrin dans le mandrin et le laisser là. C'est toutes des choses qui sont importantes, des choses dont on a déjà parlé. C'est très important. Un autre problème méconnu, c'est les blessures engendrées par le polissage autour. Un polissage avec des bandes emery de ce style-ci. Deux genres d'accidents arrivent assez fréquemment, trop fréquemment. Et le premier, c'est de s'arracher l'ongle du pouce lorsqu'on effectue une opération de polissage extérieur. Et deuxième, et beaucoup plus brutal, c'est de s'arracher un doigt au complet lorsqu'on effectue une opération de polissage intérieur. Là, j'ai déjà vu l'ongle du pouce arraché dans un atelier où je travaillais et je vous avouerai que je ne voudrais pas que ça m'arrive. Et je n'ai jamais vu quelqu'un se faire arracher un doigt.
mais je l'ai entendu parler et ça me donne des frissons. Donc, regardons le problème. Le problème avec le polissage extérieur, c'est que si votre tissu émery, et beaucoup de monde le tiennent comme ça pour polir, si le bout ici réussit à rentrer en dessous de l'autre bout, bien, ça va s'enrouler autour de la pièce et votre doigt, normalement le pouce, va se faire tirer en dessous et évidemment le papier émery étant abrasif, ça va vous arracher votre ongle. La meilleure façon de le faire serait de tenir le papier autour de la pièce sans avoir un contact qui excède à peu près 1/3 du tour et en gardant les doigts bien loin de la pièce. Lorsqu'on polit l'intérieur d'une pièce, comme l'alésage qu'on a ici, mais on ne veut jamais insérer notre doigt dans la pièce avec un papier d'émery pour polir. C'est une très mauvaise idée. Si, lors du polissage, notre doigt se coince à l'intérieur de l'alésage, bien, notre doigt va tordre. Ce n'est pas mon doigt qui va arrêter cette machine-ci, ça, c'est même pas une grosse machine. Et ça va le tordre au point où ça va l'arracher. Si ça, c'est pas terrifiant, bien, dites-vous qu'en arrachant le doigt, ça bien souvent arrache les tendons du dessus de l'avant-bras et du dessous. Et ça, bien, c'est incroyablement horrifiant. C'est une très mauvaise idée. Mettez jamais votre doigt dans votre pièce pour le polissage. Qu'est-ce que je peux faire? Bien, montez votre papier émery sur une douille en bois ou une tige en bois, plus petit que le trou que vous voulez polir, et allez polir à l'aide de la tige sans mettre votre doigt dans le trou. C'est bien important. Un genre d'accident qui n'arrive pas tellement souvent, mais qui arrive quand même trop souvent, c'est quelqu'un qui se blesse le pied par la poupée mobile qui tombe en bas de la machine. Bien souvent, les machines ont des butées pour empêcher le chariot de débarquer complètement, ou la poupée mobile, je devrais dire, de débarquer complètement des glissières. Mais souvent, parce qu'on n'est pas sûr de l'utilité, on l'enlève. Et même quelques machines comme celle-là en ont jamais eu. Alors, fabriquez-en une, c'est important, comme j'ai fait ici. Donc, regardons maintenant la scie à ruban. Et la première chose qui nous vient à l'esprit quand on pense aux scies à ruban, c'est l'ajustement du couvre-lame. Là, le couvre-lame est un garde qu'on devrait ajuster en hauteur pour chaque hauteur différente de pièces qu'on veut couper à la scie. Et ce protège ou couvre-lame nous permet de ne pas avoir accès à une hauteur de lame excessive. Donc, si on frappe le garde, au lieu de frapper la lame, bien évidemment, on ne se blesse pas. Et c'est important de l'ajuster pour chaque hauteur de pièce. Ça ne prend que quelques secondes à faire. Et pourtant, je vois, fois après fois, des personnes qui utilisent des scies à ruban avec le couvre-lame monté au maximum pour pouvoir couper n'importe quelle hauteur sans ajustement et réellement créer des dangers énormes. Prenez les secondes que ça prend, ajustez la hauteur à chaque fois que vous coupez pour avoir un minimum d'espace accessible et augmenter la sécurité de votre opération. Là, dans le même ordre d'idée d'accessibilité ou d'accès à la lame tranchante, mais lorsque vous poussez une pièce à travers la lame sur la scie, il est important de garder une bonne distance entre vos pieds. Donc, un à l'avant, un à l'arrière, bien espacés. Avec votre pied avant solidement à côté contre la base de la machine. Cette position-là va vous stabiliser. Et si jamais la lame advenait qu'à briser, vous ne vous frapperez pas le visage contre le côté de la machine parce que vous allez être stable. J'ai vu trop souvent des personnes pousser à deux mains sur une grosse pièce lors d'une grosse coupe, évidemment, avec leurs deux pieds à l'arrière de leur centre de gravité. Et évidemment, ce qui arrive, peut arriver, arrive,
Et ça, c'est que la lame, des fois, brise. Et la personne part de l'avant et se frappe le visage contre la machine. Là, s'il y a une poignée ou quelque chose, bien, ça peut briser des dents, ça peut causer toutes sortes de blessures. Donc, évidemment, à éviter. Stabilité avant tout, un pied avant à côté sur la machine, un pied arrière bien espacé, position bien stable, c'est sécuritaire. Troisième point, dans la même veine d'idée, si on est en train de pousser une pièce à travers la lame d'acier, mais on veut garder nos mains clairement de chaque côté de l'acier pour que si quelque chose arrive, mes mains peuvent traverser sans contacter l'acier. Je ne veux jamais avoir mes mains devant la lame d'acier. Jamais, jamais, jamais. C'est aussi simple que ça. Bon, vous allez dire, oui, mais je travaille sur des petites pièces et on voit des fois des personnes, des petites pièces avec leurs doigts tout proches en train de travailler. Oh, ça me donne des crampes. Non, si on travaille sur des petites pièces, il faut utiliser des étaux, il faut utiliser des clampes ou des accessoires ou une pièce de bois modifiée, n'importe quoi qui nous permet de tenir la petite pièce en éloignant nos mains de chaque côté. C'est excessivement important. Écoute, c'est aussi simple que ça. Si nos mains ne viennent jamais proches de la lame, je ne peux pas me blesser sur la perceuse en me coupant les doigts. C'est aussi simple que ça. Là, également, les pièces minces ou qui sont difficiles à soutenir. Puis on parle ici d'échangeurs de chaleur ou de radiateurs qu'on veut sectionner ou des choses comme ça. Des pièces qui sont rigides et molles en même temps, dans le sens qu'ils sont faciles à déformer et instables de nature. Bien, ces pièces-là, on doit éviter de les couper sur l'acier. C'est mieux de les couper avec un jet d'eau abrasif ou quelque chose du genre, une technique de coupe qui applique pas de force, parce qu'évidemment, un échangeur de chaleur ou un radiateur qui aurait des pièces minces à l'intérieur peut être agrippé par la lame et attirer nos doigts vers le centre, ce qui n'est vraiment pas une bonne chose. Donc, évitez ce genre de matériel sur les scies à ruban. Également, cinquième point, pour éviter de se pincer les doigts, ce que j'appelle le syndrome des ongles mauves. Lorsqu'on coupe des pièces cylindriques, bien, les pièces doivent être soutenues à l'aide de serres quelconques, d'un étau de scie à ruban ou d'un étau à perceuse indexable, comme on peut voir dans l'exemple ici. Là, lorsque je stabilise la pièce, bien, elle ne peut pas se mettre en rotation pendant que je la coupe et me pincer les doigts. C'est un accident qui arrive fréquemment. C'est pas un accident qui coûte la vie ou qui nous coûte des doigts, mais c'est excessivement douloureux. Donc, vraiment à éviter. Des pièces cylindriques peuvent se mettre en rotation, stabilisez-les avant de commencer à couper. Et finalement, sixième point pour les scies à ruban, pour éviter qu'une pièce glisse le long de la lame, lorsqu'on effectue une coupe angulaire, mais il faut cocher la pièce avant d'effectuer notre coupe. Et ça veut dire de prendre la pièce, d'effectuer une petite coupe en profondeur pour produire une coche, puis ensuite placer la pièce à l'angle et réinsérer la lame dans la coche qu'on vient de produire pour partir notre coupe angulaire. Quand on ne fait pas ça, il arrive parfois que la lame glisse le long de la surface. Puisqu'on la pousse à l'angle, mais si elle glisse, mais ça amène une main proche de la lame très rapidement et ça peut causer problème. Donc, cocher une surface avant d'entreprendre une coupe angulaire, c'est la méthode sécuritaire de le faire. Bon, ça c'est pas mal proche de ma limite d'attention. Je pense qu'on va dire que la vidéo d'aujourd'hui, elle est terminée. Ça veut aussi dire qu'on va avoir une partie 4 parce qu'on n'a même pas touché encore aux fraiseuses ou aux rectifieuses, ni non plus à la sécurité en ce qui a trait aux incendies. Donc ça, c'est ce qu'on va regarder dans notre partie 4. Puis d'ici à ce qu'on se revoit. Mais amusez-vous, mais soyez prudents et bon usinage.